Bienvenue dans le podcast Congo Lobby Lelo, un podcast consacré aux enjeux et défis congolais et africains contemporains. Nous vous proposons des conversations ambitieuses intellectuellement, responsables politiquement et pertinentes socialement, pour réinventer notre avenir. Ingeta. L'étrange guerre. Les fondements, les objectifs, les acteurs, les modes opératoires. L'étrange guerre est une série de conversations autour de la guerre au Congo-Kinshasa avec l'abbé et analyste politique Jean-Pierre Mbelou. Comment cette guerre qui nous est imposée, justement, elle travaille à la décivilisation et à l'abrutissement de nos populations et de classes politiques incluses? Encore une fois, je ne vais pas m'attribuer le mot décivilisation. C'est un mot que j'ai emprunté à Césaire dans le discours sur le colonialisme. Et comment se fait la décivilisation? Quand les colons prétendus civilisateurs sont arrivés chez nous, ils ont eu des attitudes répugnantes. Ils ont tué, ils ont coupé les mains, ils ont avili, ils ont assujetti. Ils tuaient, ils coupaient les mains, ils brûlaient les cases. Et ces attitudes-là, ils le faisaient avec l'appui de certains chefs traditionnels. Ces attitudes-là ont été reproduites par certains compatriotes. Ils ont cru imiter ceux qui sont venus pour les civiliser et se sont aussi mis à tuer, à détruire, à assujettir. Et vers les années 90, avec la guerre de l'AFDEL, si vous lisez le livre écrit par Jean-Pierre Badidik et ses amis de Justice et Libération, guerre et droits de l'homme en République démocratique du Congo, vous vous rendez compte qu'il y a eu des attitudes des civilisatrices pendant cette guerre. Les gens, par exemple, qui égorgent, qui tuent leurs compatriotes ou leurs compatriotes africains. Ne nous mentons pas à nous-mêmes, les Rwandais, ce sont nos compatriotes africains. Mais qui, à un certain moment, par exemple, coupent les appareils génitaux et les mettent au cou, comme butin de guerre. Ces gens qui arrivent à éventrer les femmes, à sortir le fœtus et à l'épiler dans les mortiers, sont tombés très bas. Ils sont devenus fous. Ils se sont décivilisés. Mais ils imitaient les civilisateurs. Donc, mais ces actions-là étaient menées pour pouvoir soumettre. Mais avant de soumettre, on réduit l'autre à l'état de non-être. N'oublions pas. C'est un détail important. Regardez. Au moment où la guerre commençait dans la région des Grands Lacs, les Congolais ont été qualifiés des BMV, des buveurs de bière, de coureurs de jupons, des gens qui aiment les femmes. Bière, femmes et argent, qui aiment la femme et l'argent. Alors on les a réduits à leur plus simple expression pour mieux les tuer et mieux les assujettir. Si nous avons en face de nous un type qui n'est pas capable d'exister parce que il aime la bière, il aime les femmes et l'argent, donc il ne vaut pas la peine qu'il soit sur cette terre des hommes, on peut le tuer.
Donc on a disqualifié le Congolais et la Congolaise dans son humanité pour pouvoir mieux le détruire. C'est ça le phénomène de la décivilisation. C'est le fait de pouvoir enlever l'humanité à l'autre pour pouvoir le tuer en ayant une conscience tranquille. Or, l'être humain a une dignité à respecter, à sauvegarder. La vie humaine est sacrée, et cela est dit dans la plupart des constitutions des pays africains. Donc, dès que on touche à la vie humaine, qu'on évente, qu'on viole, on évente, on viole une femme, après on tire dans ses appareils génitaux. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on voudrait même mettre fin, on voudrait détruire l'appareil qui met au monde des buveurs de bière, des coureurs du jupon et des idolâtres de l'argent. Voilà comment on a réduit les Congolais à leur plus simple expression pour les exterminer et les assujettir. Donc, nous sommes là tombés dans un phénomène de décivilisation, comme cela a été le fait des colons qui ont tué, qui ont incendié les villages, qui ont coupé les mains des Congolais et des Congolaises. Et nous sommes appelés à pouvoir entamer l'étape de la recivilisation. Et c'est cela qui va nous prendre beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que il y a eu ce phénomène d'envoûtement des cœurs et des esprits. Il faut passer par des thérapeutiques de désenvoûtement. Et les thérapeutiques de désenvoûtement, c'est l'école. Une bonne école qui apprend ce que signifie Bomoto, Bumuntu. Si nous ne refaisons pas l'école pour que nos enfants et nos arrières réapprennent la cosmogénèse africaine, ce que signifie être humain, afin que nous puissions refonder nos pays sur les valeurs de coopération, de solidarité et de fraternité, l'Afrique des Grands Lacs et le Congo risquent de disparaître. Donc, nous devons pouvoir passer de ce phénomène de décivilisation au phénomène de la recivilisation, qui tienne compte de la valeur de l'être humain et qui aille puiser, mais vraiment dans la cosmogénèse africaine. Et nous avons aujourd'hui des œuvres qui peuvent nous aider à faire ce travail-là. Fouele Dianguituka vient de produire ce livre qui est magnifique. Quand les Africains se réveilleront, le monde changera. Tradition et développement. Donc c'est un livre de 2006. Comme l'autre, l'Afrique doit renaître. Donc ce sont des instruments que nous avons aujourd'hui entre nos mains, tout en partant de l'histoire pour critiquer tout ce qui est arrivé et la réécrire. Nous avons des devoirs et des responsabilités pour l'avenir. L'Afrique doit pouvoir renaître en se recivilisant, renaître en essayant de pouvoir organiser une bonne intégration politique, sociale et économique, se reciviliser en allant puiser dans la richesse de nos traditions pour voir comment vivre, pas simplement entre nous Congolais, mais aussi avec nos voisins africains. Parce que nous devons pouvoir déjouer le piège de l'adversaire qui instrumentalise les voisins pour perpétrer sa guerre perpétuelle. Et il y a un adage de ma langue qui dit « Moi, Senende, moi, Nyoko ». Ton voisin, c'est le fils de ta mère. Donc nous devons pouvoir aller puiser dans cette tradition-là pour nous reconstruire et aider l'Afrique à renaître. D'accord, mais en marge de la peur et de la décivilisation auquel cette guerre mène, la mort qui
qui est orchestrée au Congo depuis les années 90, elle crée la haine, on en a parlé, Oui. dans les cœurs et dans les esprits de plusieurs compatriotes. Oui. Qu'est-ce que ça implique, cette haine, sur notre devenir commun? Parce que vous avez parlé de communiquer, travailler avec notre voisin. Mais il y a une haine aujourd'hui qui s'est instaurée dans la région. Oui. Qu'est-ce que ça implique aujourd'hui sur notre devenir commun en tant qu'Africains et pas uniquement en tant que Congolais? Ça implique que nous nous laissons empoisonner. La haine est un poison. La haine est un poison qui tue. Pas simplement parce qu'elle permet que nous prenions les armes pour nous entretuer, mais la haine tue à petit feu celui qui l'entretient, parce que c'est un sentiment négatif. Voilà pourquoi nous devons pouvoir convertir cette haine-là en énergie, en des énergies positives pour chercher, lutter, afin que la justice puisse être rendue sur ce qu'il y a eu, mais aussi pour aller au-delà des frontières et identifier les partenaires des pays limitrophes avec lesquels nous pouvons construire l'Afrique de demain. Donc, c'est ça le défi que nous lance la haine. Comment la mater? Parce que elle est un sentiment négatif destructeur pour pouvoir être capable d'adopter des principes de convivialisme. Comment faire de nos voisins nos convives avec qui nous pouvons débattre, même entrer en conflit sans nous massacrer. Ça, c'est un principe du convivialisme. Débattre, gérer les conflits sans nous massacrer. Ça, c'est un défi qui nous est... Donc, si nous n'arrivons pas à mater cette haine, nous allons rester dans l'esprit de la vengeance, de l'œil pour œil, dent pour dent. Or, si nous appliquons ce principe de l'œil pour œil, dent pour dent, tout le monde va finir par devenir aveugle. Nous devons pouvoir rompre avec la spirale de la violence pour pouvoir reconstruire l'Afrique. Et c'est là que l'Afrique, en tant que mère de la civilisation, du monde, doit pouvoir aider ses fils et filles à se réarmer spirituellement, moralement et culturellement pour apporter le meilleur d'eux-mêmes au monde. Et là, la haine comme poison n'est d'aucune aide parce qu'elle pousse à la vengeance, à la loi du talion. Pourtant, nous devons à un certain moment arriver à rompre avec cette spirale de la violence. Peut-être que nous ne réussirons pas. Voilà pourquoi nous avons intérêt à pouvoir laisser à notre progéniture des documents, des références qui l'aident à comprendre ce qui s'est passé. Vous savez, cette haine exacerbée est produite. N'oubliez pas que ceux qui travaillent à produire la haine ont de bons conseillers en sciences sociales. C'est ça que nous ne comprenons pas. Pourquoi est-ce que la minorité est toujours instrumentalisée? Pourquoi est-ce que la religion est toujours instrumentalisée? Eux ne font rien au hasard. Ils se laissent instruire. Ils savent que l'homme, quand il entretient la haine en lui, devient capable de vengeance. Et comme ils sont les adeptes d'une guerre permanente, ils créent la haine. Vous voyez ce qui se passe maintenant à l'est de notre pays là. On nous dit tout le temps que c'est l'ADF Nalou qui tue. Mais pourquoi? Parce que nous devons pouvoir avoir de la haine à l'endroit de l'Ouganda, avoir de la haine à l'endroit du Rwanda. Même s'il y a beaucoup de Rwandais et d'Ougandais qui souffrent comme nous. Mais on réduit tous les Ougandais, tous les Rwandais aux tueurs pour entretenir la haine chez nous. Nous devons pouvoir faire la vérité sur cette histoire. Voilà, encore une fois, maîtriser le mode opérateur de ceux qui entretiennent la haine chez nous et réécrire une autre histoire qui ne soit pas celle de la violence et de la vengeance.
Bon, quelqu'un qui lirait ce que je vous dis maintenant va dire, il est en train de moraliser parce qu'il est prêtre. Non, mais il y en a d'autres qui, avant moi, l'ont dit. Vous voyez par exemple ce livre-là, Paix et désarmement culturel, de Panicard. C'est à cela que ce livre nous invite. Si nous ne désarmons pas culturellement, pour opter, afin que nous puissions opter pour l'échange, le débat, le dialogue, la délibération commune, collective, nous n'allons pas avancer. Nous avons besoin vraiment d'un désarmement culturel qui passe par le dialogue. Alors, ce désarmement va nous demander d'aller puiser profondément dans nos traditions pour voir comment, à partir de nos adages, à partir de notre sagesse traditionnelle, nous pouvons reconstruire l'Afrique. L'Afrique doit renaître. C'est une obligation pour nous. C'est une responsabilité pour nous. Nous n'avons pas à continuer à accuser les autres. Parce que le travail que nous faisons doit nous permettre à un certain moment de connaître l'autre. Si nous savons qu'il veut entretenir la haine, si nous savons qu'il veut entretenir la guerre, nous pouvons opter pour d'autres orientations et ne pas obéir à ce qu'il nous dit, même s'il nous tue. Alors, on a tendance à dénoncer justement l'autre en disant que derrière les guerres de prédation, en fait, ils instrumentalisent des guerres ethniques. Est-ce qu'on peut dire, par rapport à ce que vous venez de dire là, que c'est cet esprit de vengeance finalement qui se transforme en guerre ethnique ou guerre civile? Les ethnies sont aussi instrumentalisées. N'oubliez pas que quand nous parlons de ces guerres contemporaines, n'oublions pas qu'elles ont des racines enfoncées loin dans notre histoire. Ceux qui étudient sérieusement notre histoire se rendent compte par exemple que pendant longtemps, les Hutus et les Tutsis ont vécu comme frères et sœurs par les mariages. N'oublions pas que les mariages dans nos pays arrivent à mettre ensemble les ethnies différentes et nous avons dans certaines de nos ethnies de relations de blagues Joseph Kizerbo le dit en des termes beaucoup plus policés que moi. Donc, des relations qui nous permettent de blaguer avec les familles où nous nous marions. Donc, ces relations-là arrivent à détruire le ressentiment, à détruire les frontières entre les différentes ethnies pour en faire des frères et des sœurs, des hommes et des femmes qui peuvent coopérer. Donc, c'est avec la colonisation, surtout, pas seulement. Nous avons aussi connu des guerres avant la civilisation et la traite négrière. Mais c'est surtout avec la colonisation qui a opposé les ethnies en essayant de privilégier les uns contre les autres, en appliquant la politique du diviser pour régner, que les antagonismes entre les ethnies sont nés. Donc il y a toujours eu une instrumentalisation de l'ethnie pour le service de certains buts, de certains objectifs qui ne sont pas toujours connus. Donc comment aujourd'hui, ça c'est l'un des défis que l'Afrique, auquel l'Afrique doit faire face, comment aujourd'hui dépasser nos ethnies, les frontières de nos ethnies, de nos tribus, pour avoir une citoyenneté africaine qui nous permette de rebâtir notre continent. Au lieu de dire je suis un Congolais, je suis un Ougandais, je suis un Rwandais, je suis un Ivoirien, nous pouvons avoir une citoyenneté africaine. Nous sommes des citoyens africains. Voilà pourquoi
j'appuie le titre de Fouelela, l'Afrique doit renaître, mais l'Afrique peut renaître si demain, nous arrivons à nous constitutionnaliser africainement. Donc nous avons une constitution. En dehors de nos constitutions nationales, nous pouvons aussi avoir une constitution africaine qui nous permette d'acquérir une identité africaine. Donc nous aurons plusieurs identités. Je suis Kanangé, Congolais, Africain. 3 identités. Donc, ces identités, au lieu de devenir une pauvreté, peuvent devenir une richesse. Parce que ça ne devrait pas être des identités qui s'opposent entre elles, mais des identités qui se complètent. Kanangé, Kassaïen, Kanangé, Congolais, Africain. Et je pourrais ajouter citoyen du monde. Donc là, si nous constitutionnalisons notre citoyenneté, il y a moyen de pouvoir dépasser ces guerres ethniques. Les guerres ethniques ont tendance à s'imposer là où le droit n'est pas utilisé comme médium pour la gestion des conflits. Donc quand il n'y a pas de droit, quand il n'y a pas d'état de droit, la tendance est de recourir à son ethnie, à sa tribu. Mais si vous avez un état de droit qui peut vous juger et rendre la justice comme il se doit, si vous avez une constitution qui vous reconnaît une citoyenneté avec droit et liberté fondamentale, on dépasse l'ethnie et la tribu. Donc, l'ethnie et la tribu peuvent être dépassées si demain nous optons pour la médiation du droit dans la gestion de nos conflits. Avec le droit, il y a aussi la question des ressources. Et on dit que un ventre affamé n'a point d'oreille. La question qui se pose au Congo, c'est celle de la paupérisation. Aujourd'hui, vous avez expliqué la dernière fois que il y a un mécanisme d'accaparement des ressources qui crée la dépendance. Et aujourd'hui, il y a toute une grande partie de la population qui est paupérisée. Comment la paupérisation, justement, elle empêche comment la paupérisation, en fait, empêche que les Congolais et les Africains s'unissent, et comment la paupérisation est orchestrée dans cette guerre de prédation? Ah oui, mais la paupérisation n'est pas simplement matérielle. La paupérisation est un phénomène anthropologique qui touche tout l'homme, toute la femme, dans ses dimensions spirituelles, culturelles, sociales, politiques et économiques. Pourquoi? Vous ne pouvez pas facilement lutter contre la paupérisation dans un état failli, dans un état manqué, dans un état raté. Pourquoi? Parce que c'est l'État qui, en assumant ses fonctions régaliennes, redistribue les moyens matériels, spirituels, économiques, sociaux, ainsi de suite. Il y a par exemple les droits sociaux et économiques et culturels. Donc, je travaille, j'ai droit à un salaire. Si je vis dans un pays où l'État remplit comme il se doit ses fonctions régaliennes, j'aurai un travail qui me procure un salaire, qui me permet d'envoyer mes enfants à l'école, de manger. J'aurai un État qui m'assure la sécurité sociale. Je peux me soigner parce que la santé, c'est un capital indispensable. J'aurai un État qui peut me permettre d'avoir accès à un logement digne. J'aurai un État qui peut me permettre d'avoir accès aux loisirs. Donc, il n'y a pas moyen de lutter contre la paupérisation dans des pays où les États ont failli, dans des pays où les États sont ratés. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est entre autres l'exode rural. Comme l'État a failli et qu'on lui impose les programmes d'ajustement structurel,
il doit acheter ce que produisent les États qui l'ont colonisé. Le riz qui vient de l'extérieur, les poulets qui viennent de l'extérieur, le maïs qui vient de l'extérieur, le maïs transgénique qui vient de l'extérieur. Il le revend et nos populations dans nos villages n'ont plus rien. En plus, ces populations sont chassées de leurs terres, parce que ces terres doivent être occupées par ceux qui exploitent, ceux qui veulent s'en emparer. Donc, au même moment que nos populations n'ont pas accès aux produits de consommation, au même moment que nos populations n'ont pas accès à l'école, à la santé et à un logement digne et à un salaire digne, elles partent de nos villages pour aller s'entasser en ville. Et quand ils ont perdu tous ces accès au logement, à la culture, au salaire digne, à la sécurité sociale, elles commencent à se détruire. Donc, elles portent des haillons, elles n'ont pas à manger, elles s'entassent dans les villes, on commence à dire d'elles que ce sont des indigents. Des indigents, on va les enterrer dans les fosses communes. Et dans les villes, ceux qui les enterrent dans les fosses communes, c'est le 1% d'élite comprador qui travaille avec les ajusteurs structurels et les autres. Vous voyez? Donc, il y a accaparement des ressources, mais un accaparement des ressources qui crée une pauvreté anthropologique. Une pauvreté qui favorise la désertion de nos terres, de nos villages, mais aussi l'abrutissement. Alors, face à cette situation, qu'est-ce qui s'est créé aussi en ville, ou dans certains de nos villages? Des églises de réveil, qui sont des lieux de la fabrication de l'apathie et de l'imbécilisation. Donc, il y a un abrutissement. Les parents qui ne sont pas payés ne vont pas envoyer leurs enfants à l'école. Et les enseignants qui ne sont pas payés ne vont pas dispenser une instruction, une éducation convenable. Vous voyez, il y a une imbrication des causes les unes dans les autres, et nous aboutissons à une paupérisation anthropologique, et qui est la véritable mort de l'homme, qui provoque la véritable mort de l'homme et de la femme congolaise. Alors pour l'instant, le Congolais est tenu sous perfusion. Et là, on va parler des questions des ONG, justement, qui tiennent sous perfusion les populations. Oui. Je regarde le feu, on va manger. Sur le rôle trouble des ONG, parce qu'en fait, je suis tombé sur un concept en lisant la thèse du complot contre l'Afrique. Le professeur Fouellet fait référence à ce qu'il appelle l'aide de survie, contrairement à l'aide de développement. Ouais. Et ça m'a amené à m'interroger sur la question des ONG, parce que surtout dans le cas, oui, j'ai ouvert, parce que dans le cas de l'RDC, on a l'impression que aujourd'hui les ONG ont remplacé l'État, et souvent l'actualité politique est dictée par les rapports des ONG sur différentes questions. Et donc, dans un premier temps, d'où vient l'idée selon laquelle les ONG pourraient être des alternatives aux États? Et ensuite, est-ce qu'il y a un fondement théorique à ça? Parce que apparemment tout est orchestré, tout est organisé. Est-ce qu'il y a un fondement idéologique à ça? Oui, il y a un fondement idéologique. Le fondement idéologique, c'est qu'est-ce que les ONG font? Les ONG lavent l'image de leur pays. Donc, regardez, des pays qui pillent le Congo financent leur ONG pour qu'elle redistribue les miettes aux Congolais. Donc c'est une façon de dire, vous voyez, vous êtes là, pauvres, mais pas appauvris. Donc, quand les ONG redistribuent, je prends un exemple bête. L'USAID, c'est en principe une agence de développement. Mais l'USAID n'est pas là que pour le développement. Vous verrez, l'USAID travaille, par exemple, avec les ONG qui déstabilisent les pays.
Mais elle doit se donner une bonne image dans les pays qu'elle veut déstabiliser. Donc elle va travailler à construire les ponts, à donner de la nourriture. Je vois par exemple dans un pays comme le Congo, il y a eu un temps où l'USAID, je ne sais pas si elle continue à faire, donner des petits sacs de farine ou les vendait à moins cher. Et nous ne nous posions même pas la question de savoir d'où venait ce maïs. Est-ce que ce n'était pas les tests de maïs transgéniques cultivés aux États-Unis? On ne se posait pas cette question-là. Mais regardez le phénomène, c'est quoi? Le peuple appauvri vit de la mendicité et de la charité des ONG. Donc c'est un peuple auquel on ne reconnaît ni les droits ni les libertés fondamentales. Quand ces ONG essaient de lutter pour les droits et les libertés fondamentales, c'est pour pouvoir créer des espaces où leurs États peuvent venir recourir au droit de protéger, à la responsabilité de protéger. Donc, elles mettent dans la tête des Congolais, et des pays qu'elles servent, et ici des Congolais, des Africains, que leurs États ne sont pas à leur service et que ce sont elles qui sont au service des populations. Mais au service des populations pour exercer, non pas les aider à pouvoir se prendre en charge, mais pour les déresponsabiliser. Dans l'entretemps, leur pays pille le Congo et les finance. Donc, à travers les ONG, c'est l'image des pays pilleurs, prédateurs, qui est lavée et représentée aux Congolais comme étant des sapeurs-pompiers. Et malheureusement, nous n'arrivons pas à pouvoir maîtriser ce mode opératoire. Voilà pourquoi je reviens régulièrement au mode opératoire. Pourquoi est-ce que les ONG des pays étrangers peuvent venir travailler et donner à manger à nos populations si l'État qui était là assume ses fonctions régaliennes? Organiser la redistribution, la justice redistributive, c'est une fonction de l'État. Donc les ONG vont là où elles peuvent travailler à la destruction des États pour faire des peuples de ces États-là des peuples mendiants. Donc ça ne sera même pas un peuple, parce que quand on parle d'un peuple, on voit des citoyens qui sont conscients de leurs droits et de leurs libertés. Donc on en fait des populations mendiantes. Vous voyez comment il y a une idéologie derrière. Entretenir la mendicité, entretenir la pauvreté pour permettre aux entreprises multinationales de piller et au besoin permettre aux pays qui soutiennent ces entreprises multinationales d'exercer la responsabilité de protéger dans les pays qu'ils veulent soumettre. Et cela est important à savoir. Parce que ces ONG donnent l'impression à un certain moment de travailler pour la démocratie, de travailler pour les droits. Non. Quand vous avez lu le texte du Grand Domaine, qui depuis les années 48 considère la démocratie et les droits de l'homme comme étant des idées abstraites et illusoires, quand vous avez lu La crise de la démocratie, qui vous dit qu'il faut aider les citoyens à pouvoir redevenir apathiques, quand vous avez lu le commentaire d'un Crozier qui dit à Philippe de Villiers, depuis ce temps-là, nous travaillons au détricotage des États-nations, vous ne pouvez pas croire à un discours des ONG issus de ces pays-là qui viendraient travailler à l'avènement de la démocratie et des droits de l'homme. Vous voyez, le problème c'est aussi d'aborder l'autre, de chercher à connaître l'autre sur le temps long. Nous nous enfermons trop dans l'immédiatisme. À force de nous enfermer dans l'immédiatisme, nous oublions même que l'argent dont se servent ces ONG-là, c'est l'argent qui est pris chez nous. C'est l'argent de matières premières extraites au Congo et dans beaucoup d'autres pays africains
qui est redistribué après. Pourquoi ne pouvons-nous pas nous-mêmes nous financer en créant des industries chez nous? Nous devons pouvoir vivre des miettes qui nous sont redistribuées. C'est un mécanisme d'avilissement, d'assujettissement. C'est un mécanisme d'infantilisation. Voilà pourquoi les gens qui luttent contre ces mécanismes-là ne sont pas beaucoup aimés. Poutine n'est pas aimé parce qu'il les a chassés. Chavez avait des problèmes parce qu'il les avait indexés. Beaucoup d'autres pays latino-américains comme la Bolivie et les autres ne sont pas toujours en odeur de sainteté auprès de ces ONG-là parce que ce sont des ONG qui travaillent à la soumission des peuples, à leur infantilisation, à la déresponsabilisation des peuples. Alors, Arundhati Roy, l'auteure indienne, elle estime, quant à elle, que la vraie contribution des ONG est qu'elles désarment le mécontentement politique et distribuent en tant qu'aide ou dons généreux ce qui devrait revenir de droit aux gens, comme vous l'expliquez. Dans le cas du Congo spécifiquement, quelle a été la contribution des ONG dans la désintégration de l'État et dans sa délégitimation? Dans le cas du Congo, quel est le travail que les ONG font? Et qu'est-ce qu'ils ont fait comme travail? D'abord, d'affaiblir l'État. L'affaiblissement de l'État est aussi un travail abattu par les ONG au Congo. Mais là, je ne suis pas très d'accord sur le fait de... qu'est-ce qu'elle dit là? Elle dit que la vraie contribution des ONG est qu'elles désarment le mécontentement politique et distribuent en tant qu'aide ou dons généreux ce qui devrait revenir de droit aux gens. Il y a un désarmement. Regardez. J'échange avec 2 amis ou 3 qui travaillent avec les ONG. Elles suivent les orientations données par les ONG et n'analysent pas la situation du terrain. Et quand je leur dis, mais vous amis, pourquoi est-ce que vous faites ça? Est-ce que vous ne savez pas que ces ONG disent, mais là, c'est-à-dire, c'est de ces ONG que j'ai à manger. Donc, les ONG, parce qu'elles payent gracieusement certains compatriotes qui sont les présidents de leur succursale, empêchent à ces derniers de pouvoir lutter pour procéder à l'analyse des faits avec les populations de la base. Quand il leur arrive de pouvoir procéder à ces analyses-là, c'est pour favoriser ce que nous avons appelé les interventions liées à la responsabilité de protéger. Donc il y a un coaching qui oriente et les ONG de la société civile et les partis politiques. Parce qu'aujourd'hui, le coaching des ONG a atteint même les partis politiques. Je vais vous donner un exemple. Quand il y a eu la marche, les protestations du 19 au 25 janvier de l'année dernière, un membre d'un parti politique qui a signé un protocole d'accord avec une ONG américaine m'appelle et me dit ceci. Jean-Pierre, ils nous ont dit de mettre la population dans la rue pour qu'on en tue un peu. Et si on en tue un peu, ils vont intervenir. Mais maintenant, on est déjà à 40 personnes. Quelle comptabilité macabre entendent-ils pour pouvoir intervenir? Vous voyez le rôle que l'ONG joue? Aider les partis politiques à réaliser leur vue. Pousser les partis politiques à s'orienter comme elles l'entendent pour pouvoir favoriser cette histoire de la responsabilité de protéger. Donc, leur coaching est dicté par des objectifs bien précis. Mettre les peuples dans la rue, les tuer et
n'oubliez pas aussi ceci. Il y a un problème du côté de ces ONG et de certaines des idéologies qui les sous-tendent. N'oubliez pas que pour certains économistes ou politiques du Nord, au Sud, il y a des populations ou des êtres humains qui ne pourraient pas être utilisés. S'ils ne peuvent pas être utilisés, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les tuer. Alors, on vous dit, mettez-les dans les rues pour qu'on les tue. Et quand on les tue, vous remarquez qu'après, il n'y a pas de procès, il n'y a rien. Et l'une des personnes qui a conçu ces histoires aux États-Unis, c'est Henry Kissinger. En 1989, une étude mémorandum 200, œuvre du conseiller de la sécurité nationale américaine Henry Kissinger, datant de 1974, a été rendue publique. L'étude était consacrée à l'augmentation de la population dans le monde et aux conséquences que celle-ci pourrait avoir pour la sécurité des États-Unis et des intérêts américains dans le monde. En guise de solution, le mémorandum proposait de réduire la population des pays en développement, ce qui permettrait aux États-Unis d'accéder aux ressources naturelles de ces derniers. Le plan secret de Kissinger était immédiatement mis en œuvre. Dans les années 1980-1990, la stérilisation est devenue le moyen de contraception le plus populaire en Amérique latine. Plusieurs organisations et agences proposaient la stérilisation, mais seulement quelques-unes étaient brésiliennes. Fédération internationale de planification familiale, et toutes ces organisations opéraient sous l'égide des agences des États-Unis pour le développement international USAID. En 1989, le gouvernement brésilien, jadis fervent partisan du programme de stérilisation ayant pour l'objectif affiché la lutte contre la pauvreté, a déclaré que ce programme était devenu excessif et superflu. Vous voyez? Donc, tout est subordonné aux intérêts américains. Et ce sont des choses qu'on sait lire. Le mémorandum 200 de Kissinger, on sait le lire. Mais est-ce que nous avons, nos populations, accès à ces textes? Non. Hein? Ne soyons pas excessifs, il y a des rares exceptions. Comme on dit, les exceptions confirment la règle. On peut avoir des hommes et des femmes de bonne volonté à travers le monde qui cherchent à pouvoir aider leurs congénères humains. Et cela aussi existe. Mais souvent, surtout pour les agences instruments de séduction Made in USA, souvent tout est orienté vers le service des intérêts américains. Et comme on l'a souligné, un responsable de l'une de ces ONG l'a dit, nous faisons aujourd'hui ce que la CIA faisait il y a 25 ans. Donc c'est important à savoir. Voilà pourquoi l'importance du travail que nous faisons ici, c'est aussi de donner des sources. Quelqu'un peut aller lire lui-même, et puis, bon, il peut critiquer en se servant d'autres sources, mais nous partons de ces sources pour montrer comment ce travail est nuisible au peuple. C'est surtout dans les États manqués et faillis que les ONG pilulent. Donc, et là, il y a une négation de la dignité humaine, de la dignité de l'homme, la femme, comme citoyens et citoyennes, ayant des droits et des devoirs et des libertés fondamentales. On les réduit aux bénéficiaires de la charité. Et c'est une réduction de l'être humain à sa plus simple expression, quoi. Pour conclure cette partie sur la compréhension de cette guerre de prédation, on a vraiment travaillé sur une approche historique
Donc je vais m'en remettre à un historien, l'historien américain John Henry Clark. Il dit ceci sur l'histoire. Il dit, l'histoire n'est pas tout. L'histoire est un point de départ. Elle est une horloge que les gens utilisent pour être au fait de leur politique culturelle du moment. Elle est une boussole qu'ils utilisent pour se retrouver sur la carte de la géographie humaine. Enfin, l'histoire leur dit où ils sont, mais plus important encore, ce qu'ils doivent être. Que nous dit l'histoire de la RDC, l'histoire du Congo-Kinshasa, sur nos relations avec les Occidentaux, parce que c'est de ça qu'il en est vraiment question. Et surtout, qu'est-ce qu'elle nous dit sur la manière dont demain, aujourd'hui, nous pouvons nous positionner par rapport à eux. Et cet auteur-là nous aide à nous poser la question, où sommes-nous? Vous avez évoqué le fait que les documents déclassifiés du département américain ont avoué que les États-Unis allaient être chez nous pour quelques décennies. C'est combien de décennies? C'est ça la question. Pourquoi cette présence permanente chez nous? Il y a des gens qui croient que c'est seulement avec la guerre de l'Afdel qu'ils sont venus chez nous. Non. Ils y étaient déjà parce que ils avaient mis quelqu'un à côté de Mobutu. Ils ont travaillé avec Mobutu jusqu'au moment où ils se sont rendus compte que Mobutu était condamné par le cancer. Ce n'est pas parce que ils voulaient vraiment avoir une autre personne à la tête du pays. Non. C'est un de deux. Pendant combien de temps veulent-ils être là? Ils ne le disent pas au grand jour. Donc, si nous devons répondre à la question, où en sommes-nous? Nous sommes dans un pays occupé et sous tutelle. Occupé par les forces extérieures, à travers les proxys, sous la tutelle de l'ONU. L'ONU est au Congo depuis novembre 1999. Nous en sommes là. La question qui se pose à nous aujourd'hui, c'est la suivante. Comment allons-nous renverser les rapports de force pour devenir réellement un pays souverain? Là, le chemin me semble encore long. Ce ne sont pas les élections qui vont nous permettre demain de pouvoir devenir un pays souverain. Pourquoi? Elles sont déjà truquées. On est en train de nous fabriquer un horaire qui pourra probablement remplacer M. Joseph Kabila demain. Le défi, c'est comment nous, Congolais, ayant compris tout ce qui s'est passé chez nous, pouvons-nous nous-mêmes créer nos horaires? C'est à cela que nous devons travailler. Dieu merci, il y a des compatriotes qui y travaillent. Mais le travail risque de prendre un peu de temps. Ça prendra le temps que ça prendra, mais le défi vaut la peine que nous puissions y consacrer beaucoup d'intelligence, beaucoup d'énergie et suffisamment de temps pour éviter le bricolage et l'opportunisme. Le podcast Congo Lobby Lelo est réalisé en collaboration avec le Centre de recherche sur le Congo-Kinshasa CEREC et la plateforme d'information ingeta.com. Retrouvez toutes nos publications sur congolobbylelo.com. À bientôt.